Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier vendredi de la recherche de... Non, hein, j'avais l'impression qu'on ne nous entendait pas. Dans ce dernier vendredi de la recherche de 2023. Donc aujourd'hui, on va aborder plein de super thématiques. Je me suis habillé en Noël aujourd'hui. Donc bienvenue en tout cas à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai le chat sous les yeux pour parler. Aujourd'hui, une invitée très spéciale qui fait la une de tous les médias locaux, on peut le dire. Et pour la présenter, je vous propose de reprendre les termes d'Objectif Gare. Comme ça vous dressera un portrait court mais très précis du personnage qui m'accompagne pour aujourd'hui. Alors, mettre en place un dispositif qui permet aux étudiants d'aider les victimes de violences intrafamiliales, c'est elle. Faire venir Laurent Fabius à Nîmes pour la rentrée, c'est encore elle. Fille d'agriculteur aveyronnais, elle dirige à moins de 40 ans le département droit AES de l'Université de Nîmes. Ses collègues la décrivent comme une grosse travailleuse qui valorise les initiatives des autres et ne se met pas en avant. Bonjour Vanessa Monteiller. Bonjour Yannick, bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment super de pouvoir finir l'année entre juristes parce qu'il y a d'autres gens qui font de la recherche à Nîmes, mais quand même, finir avec des gens qui font des choses vraiment intéressantes, c'est beaucoup mieux. C'est Vanessa qui m'a forcé à dire ça, évidemment, avant le début de l'émission. Oui, par contre, je ne l'ai pas forcé à mettre ce pull. Hein. Oui, Soyons bien clairs. c'est une initiative personnelle et revendiquée. C'est assez triste d'ailleurs. Donc, je te propose qu'on passe à la première rubrique qui va nous permettre de te connaître un petit peu mieux. Donc, cette rubrique, c'est le qui es-tu, que fais-tu? Alors, qui je suis? Donc, Vanessa Monteiller. Je suis maître de conférence en droit privé et sciences criminelles. Je suis par ailleurs directrice du département droit, économie, gestion de l'Université de Nîmes. J'ai été recrutée à l'Université de Nîmes en 2017 après avoir fait des études de droit. Des études de droit d'abord à l'Université d'Albi, où je suis allée jusqu'au Master 1. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'Université de Montpellier pour un Master 2 et un doctorat qui portait donc sur du droit privé de l'environnement. Du coup, t'as fait, je ne savais pas, pour le coup, que tu avais fait les études à Champollion, donc, Absolument. le centre universitaire de Champollion, c'est un super établissement. J'ai eu l'occasion de le visiter l'année dernière. C'était vraiment très sympa. Du coup, tu es une habituée des petits établissements. Exactement. Je me plais à comparer finalement mon cadre d'études, mon foyer formateur qui a été l'université de Champollion à Albi, qui ressemble beaucoup, que ce soit dans Oui, l'état d'esprit, dans le format. dans le fort militaire aussi. Effectivement. Donc on pousse les caractères semblables jusque-là. Donc un foyer formateur qui a été extrêmement épanouissant pour réaliser mes études. Et puis finalement, un recrutement à l'Université de Nîmes avec un format similaire. Et c'est vrai que j'ai plaisir à travailler en tant qu'étudiante à l'Université de Champollion, à Albi. Et puis je retrouve ce même plaisir dans une structure similaire en tant qu'enseignant-chercheur. Oui, vraiment, c'est super info, tu vois, je ne savais pas, moi je connaissais tes origines avéronaises, mais on a eu l'occasion d'en apprendre un peu plus récemment, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc moi, peut-être petite question pour ce qui concerne ton orientation peut-être générale avant de rentrer vraiment dans le détail de tes spécialités. Donc tu as choisi de faire du droit privé d'abord et de t'orienter sur les questions environnementales de manière générale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déterminant dans ce choix-là? Ça, je pose cette question parce que je me dis que pour les étudiants en droit, on voit plein de choses différentes en droit, donc ça peut être intéressant de voir quels critères peut permettre de s'orienter peut-être. Oui, absolument. Alors, il y a eu un élément vraiment générateur dans le fait de se préoccuper des considérations environnementales, en sachant que dans mon quotidien, jusqu'à présent et même encore actuellement, je ne suis pas une fervente écologiste, hein, finalement. En revanche, j'ai été passionnée par un cours qui avait été dispensé en Master 1 à l'Université d'Albi. Un cours passionnant qui mélangeait à la fois une approche très droit public, finalement, que font les acteurs publics, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, pour les problématiques environnementales, mais aussi une approche davantage que font les acteurs privés, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et j'avais trouvé cela tout à fait passionnant. Donc c'est ce qui m'a conduit ensuite au niveau du doctorat que de vouloir m'intéresser aux problématiques environnementales.
Ok. Je vais te poser une question horrible. Je m'en excuse par avance, mais je pense qu'elle peut être intéressante quand même pour les personnes qui nous regardent et qui ne sont pas juristes. Je pense que tout le monde, bon, l'écologie, les enjeux environnementaux, bon, c'est quand même bien ancré, on arrive à mesurer, mais je ne suis pas certain que tout le monde comprenne le droit de l'environnement, ce que ça peut être. Alors je dis c'est horrible parce qu'arriver à résumer ça en 2 minutes, c'est assez affreux, mais pour un public vraiment non initié, euh, qu'est-ce que c'est le droit de l'environnement ou quel type de texte on trouve et dans quel domaine, par exemple, à titre d'exemple peut-être simplement, on peut trouver à appliquer ces textes-là? Alors, le droit de l'environnement, c'est vraiment construit. Alors peut-être d'abord vous expliquer la distinction droit public, droit privé, puisqu'il y a deux camps chez les juristes. On ne s'entend pas toujours forcément, on se tolère en fait. On se tolère. Sachez que vestimentairement, les gens du droit public sont beaucoup plus libres dans leur tête. Voilà. Je pose ça là, vous en conclurez ce que vous voudrez. Donc effectivement, on a une approche de droit public, droit privé. Donc le droit sert à réguler les relations sociales de façon générale. Le droit public a davantage vocation à réguler finalement les rapports entre les acteurs publics et les administrés de façon générale, alors que le droit privé a vocation à réguler les relations entre les personnes particulières, les personnes privées. Et donc le droit de l'environnement, assez naturellement, a été un élément d'intérêt général, préserver l'environnement de façon générale, un but d'intérêt général. Et donc au départ, le droit de l'environnement servait à restreindre certaines activités industrielles polluantes, servait à mettre en place un cadre juridique pour préserver certains espaces, notamment le littoral, la montagne, les réserves protégées, etc., etc. Donc c'était, on va dire, la première approche du droit de l'environnement, approche publiciste. Il n'en demeure pas moins que dans la construction du droit de l'environnement, finalement, on s'est aperçu que chaque personne devait être intéressés par les problématiques environnementales, y compris les personnes privées, qu'il s'agisse des entreprises, qui sont générateurs de risques pour l'environnement, mais également tout un chacun, vous et moi, en qualité de consommateur, en qualité d'acheteur d'un bien immobilier. On pourra y revenir par la suite. Donc on a eu un décloisonnement de l'approche juridique, et donc désormais le droit de l'environnement c'est à la fois du droit public et du droit privé, et on a un certain nombre de règles permettant de réguler les impacts environnementaux des activités. Merci, je pense que c'est déjà un petit peu plus clair pour tout le monde, donc c'est intéressant, puis c'est vraiment un droit, j'allais dire moderne dans sa construction, oui, parce qu'il est assez récent finalement, ces enjeux-là sont apparus assez récemment, et donc c'est vrai que sa construction, elle s'est, je pense, peut-être plus facilement libérée aussi des distinctions traditionnelles parce que les normes étaient récentes. Donc je trouve ça hyper intéressant comme thématique. Ce que je te propose, parce que sinon je pense qu'on va déborder sur la thématique d'après, c'est qu'on va passer à la rubrique d'après, qui est le « À quoi ça sert ce que tu fais ?» parce que je trouve ça intéressant de pouvoir envisager cette problématique-là, notamment pour les enseignantes, chercheuses en droit, parce que la recherche en droit, c'est honnêtement quelque chose qui ne parle pas trop au grand public. On se demande toujours, bon, on voit ce à quoi un avocat peut servir, un juge peut servir, mais un chercheur, à quoi il sert? Et peut-être justement, c'est là où je disais ça allait peut-être déborder, c'est que j'avais envie de te poser un peu plus de questions peut-être sur tes premiers travaux de chercheuse, notamment ta thèse par exemple. Et on va forcément déborder sur finalement à quoi ça sert. Donc est-ce que déjà tu peux nous expliquer ton point de vue sur la recherche en droit et voilà, d'après toi, quelle est l'utilité de tout ça? Alors effectivement, j'en conviens, il y a vraiment un effort à réaliser de la part des juristes que d'expliquer quelle est la recherche en droit. À mon sens, il y a une double utilité à la recherche en droit. C'est d'abord analyser l'existant. Le droit, c'est vraiment un outil de régulation des rapports sociaux. C'est un outil pour instaurer finalement la paix sociale. Et donc, dans l'analyse de l'existant, c'est de regarder quels sont les choix législatifs qui sont opérés, en réaliser une approche critique aussi, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Donc, on est dans une analyse dite objective, positive, l'état des lieux, ce qui est fait. Et puis, il y a aussi, et c'est le second apport de la recherche en droit, être force de proposition
pour la société que l'on souhaiterait avoir à l'avenir. Et donc orienter finalement les choix politiques et les traduire ensuite juridiquement dans des textes. Donc la recherche en droit est une recherche engagée. Alors nécessairement. La recherche juridique a quand même un moteur politique dans le sens premier du terme, donc des positionnements de choix de société, de modèles, dans le monde dans lequel on veut vivre. Et donc nécessairement, il y a un engagement. Il n'en demeure pas moins que l'analyse que l'on propose par ailleurs est parfois très technique, mais le cadre général reste un positionnement politique. Oui, complètement. Et je trouve ça c'est intéressant. Bon, moi, je suis juriste aussi à la base, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, forcément, alors n'hésitez pas, du coup, dans le chat, à poser vos questions. S'il y a des notions qui sont un peu moins détaillées, n'hésitez pas. On est là pour ça. C'est vraiment le but des Vendredis de la Recherche, c'est de faire découvrir des disciplines, des profils de chercheuses, de chercheurs. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à nous poser toutes les questions que vous auriez. Est-ce que toi, ce côté engagé de la recherche, tu l'as ressenti très tôt? Moi, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas venu immédiatement. Imiest Hello qui nous dit on est là jusqu'au bout pour suivre la chaîne. Ouais, merci. Oui, puisque ça fait partie des derniers lives, puisqu'on en aura un dernier cet après-midi et voilà, de l'année. Mais le dernier Vendredi de la Recherche, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti immédiatement le côté engagé de la recherche. J'avais plutôt l'impression, jeune en master ou même en début de doctorat, d'essayer d'être là pour avoir une analyse objective des choses. Mais en fait, on est forcément orienté, puisqu'on n'est pas sur on parle de loi, mais on ne parle pas de loi physique, quoi. On est sur quelque chose qui est mouvant, qui est forcément... une loi, elle est votée par le Parlement, qui est une institution politique. Donc, il y a forcément un côté engagé. Est-ce que toi, dans tes travaux, tu l'as ressenti très vite ou pas? Alors, pas du tout. Pas du tout. Et même dans mon positionnement actuel de chercheuse, alors certes, il y a des finalités poursuivies par les recherches réalisées, mais il n'en demeure pas moins que l'idée, c'est malgré tout de poser un cadre plus technique pour convaincre de la pertinence de la finalité poursuivie. Donc, c'est le côté outil, en fait. Exactement. Ouais. C'est vrai que mon approche du droit reste fonctionnelle. C'est-à-dire que le droit est, à mon sens, un certain nombre d'outils pour parvenir à des objectifs. Mais ce que je trouve formidable, c'est que le titre d'Objectif Gare était hyper pertinent. Tu te mets au service des autres, tu utilises ta technique pour... Tout à fait. Alors, c'est vraiment une approche fonctionnelle du droit. Et c'est vrai que même dans mes enseignements, dans mon enseignement pour les étudiants, je dis, en fait, on a une magnifique boîte à outils dans laquelle on pioche pour parvenir à certains objectifs. Et donc, on joue beaucoup. C'est un mécano, en fait. Faire du droit, c'est du mécano. Alors, il faut, pour que ça tienne, qu'il y ait une solidité derrière. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut très bien, en fonction de la façon dont on utilise les outils, avoir des résultats totalement différents. Tout à fait. Alors, je suis désolé, Imiest, j'avais vu que ton message, mais en fait, Imiest s'est réabonné à la chaîne. Donc, merci pour ton abonnement à la chaîne de l'université. Concernant tes travaux de thèse, thèse, on y passera le temps que tu souhaites. S'il y a des choses que tu souhaites plus développer après, pourquoi pas. On a complètement le temps. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est que de faire une thèse en droit? Et toi, quel sujet tu as choisi, si tu l'as choisi, et voilà, quel a été l'apport de ton travail sur le droit en général, puisque quand j'imagine bien que tu as fait une thèse, c'était pour rendre service au droit, oui, effectivement. pour faire progresser tout ça. Pour faire progresser, effectivement, mettre une pierre à l'édifice dans l'édification de la recherche juridique. Alors, au départ, pourquoi avoir fait une thèse plus à titre personnel? Alors, parce que je ne pouvais pas me résigner à quitter les bancs de la fac. Donc, je n'avais pas d'objectif professionnel en tête. J'aimais beaucoup la recherche, lire, me poser des questions. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas partir en thèse?
Sur le droit de l'environnement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était cette idée que les problématiques environnementales pouvaient être intéressantes. Et puis l'idée du sujet, puisque le sujet de ma thèse portait sur la contractualisation du droit de l'environnement, et je pourrais vous dire 2 mots sur le sujet. L'idée était vraiment liée à une idée de ma directrice de thèse, Anne Pellissier, qui est professeure de droit privé à l'Université de Montpellier, qui se disait qu'il y a beaucoup de choses écrites en droit de l'environnement, surtout sur la mise en jeu de la responsabilité, lorsqu'on cause un dommage environnemental, mais il y avait peu de choses écrites sur le contrat et l'environnement. Donc une intuition de départ qui m'a conduite à traiter de cette thématique. Alors là, c'est là que ça devient dangereux. Parce que moi, je trouve ça passionnant. Et je suis pas sûr que tout le monde comprenne tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas, puisqu'on est là vraiment pour faire en sorte que ce soit compris au maximum. Je trouve ça hyper intéressant, les logiques de contractualisation. Alors, moi, je suis publiciste à la base, donc dans la sphère publique, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis les années 2000, globalement. Les modes de contractualisation... et donc sur l'environnement aussi. Et moi, je serais très curieux d'en savoir un petit peu plus sur justement ton analyse en droit privé, que je connais pour le coup vraiment beaucoup moins, et les liens. C'est quoi finalement la contractualisation dans le droit de l'environnement, mais en droit privé? Alors, pour traiter de ce sujet, là aussi, j'ai eu une approche fonctionnelle des choses. Là, c'est ma thèse en 180 secondes. C'est parti. Donc, finalement, la contractualisation, c'est l'idée d'exploiter le contrat, quel qu'il soit, dans une finalité environnementale. Je peux vous donner 2 exemples. Un premier exemple, c'est lorsque le législateur impose, lors d'une vente d'un site industriel, et désormais la vente ne serait-ce que de son logement, impose finalement au vendeur d'informer sur des aspects environnementaux du bien. Donc, lorsque c'est un site industriel, on va informer sur l'état de pollution. Lorsqu'il s'agit de la vente de logement, c'est sa capacité énergétique, notamment. Et donc, l'idée ici, c'est d'attirer l'attention de l'acheteur, qui se préoccuperait absolument pas de cette donnée, c'est attirer son attention sur l'impact environnemental, finalement, de son acte d'achat. Et donc, à partir de là, en imposant cette information, eh bien, l'acheteur sensibilisé à cette donnée va faire des choix dans son acte d'achat. Et donc, on va pouvoir contractualiser. Et lorsque l'acheteur, lorsqu'il achète un bien industriel donc, qui a nécessairement pollué, il ne va pas vouloir supporter le coût de cette dépollution. Et donc, il va y avoir une négociation sur cet aspect-là. Et on va purger ce passif environnemental qui, jusqu'à présent, était complètement passé sous silence. Donc ça, c'est en lien, du coup, avec le principe pollueur-payeur, j'imagine? Alors oui, on retrouve, ça c'est charte de l'environnement, c'est le principe, c'est en gros, c'est de la responsabilité simple. Celui qui a causé une pollution, il doit la réparer d'une manière ou d'une autre. Oui, alors c'est une déclinaison, je dirais, puisque lorsque on est dans la vente d'un site industriel, c'est pas nécessairement le vendeur qui va dépolluer, alors même que c'est lui qui a pollué. Donc il est pollueur, mais plus nécessairement payeur, puisque l'acheteur pourrait très bien consentir de prendre la charge du coût de la dépollution en négociant du coup, sur le prix de vente. Oui. Et donc, l'objectif final, c'est de se dire, dans tous les cas, il y aura des pollutions, mais on n'est pas dans une logique de responsabilité. En tout cas, on s'y écarte pour exploiter un autre outil et de se dire, si on a un acheteur qui a plus de capacité financière pour le faire, eh bien, on passe finalement de façon très pragmatique. Il y a un gain environnemental à tout cela. Ok, je comprends. Alors je trouve ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je trouve dans la distinction pour le coup avec le droit public, puisque le droit public, comme on l'a dit, c'est les personnes publiques, donc l'État, les collectivités. C'est leur relation entre elles ou avec les particuliers ou d'autres personnes. L'utilisation du contrat, ça n'a pas du tout le même sens du coup, et c'est hyper intéressant. En gros, en droit privé, si je comprends bien, mais je pose la question de manière très premier degré. Pardon, j'ai un moucheron autour du nez. C'est à l'occasion de relations contractuelles entre particuliers, entre personnes privées, qu'on va mettre des conditions en lien avec l'environnement pour avoir des modalités d'information supplémentaires pour conditionner la contractualisation. En fait. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Et l'idée étant d'exploiter le contrat comme un outil de diffusion du droit de l'environnement, ce qui était géré par les acteurs publics se diffuse
finalement dans les relations interpersonnelles. Donc ma thèse, l'objet de ma thèse est celui-là, de savoir dans quelle mesure l'outil contractuel est pertinent pour diffuser finalement les problématiques environnementales dans toutes les sphères de la vie. Qu'elle soit économique, vie privée, etc. Donc en fait, c'est pour ça que l'exemple le plus parlant pour tout le monde, c'est les diagnostics énergétiques des logements obligatoires avant les ventes. Donc en fait, on conditionne le contrat de vente avec une nouvelle contrainte de passer un diagnostic. Bon, après, on voit pour l'environnement et d'autres problématiques aussi. Là où c'est vrai qu'en droit public, c'est plus la logique de contractualisation, c'est comment l'État va diffuser des moyens sur le territoire via des contrats et donc contraindre les opérateurs pour bénéficier de moyens à des comportements de préservation de l'environnement dans ce cadre-là. C'est hyper intéressant comme on pourrait avoir le même titre de thèse en droit public et en droit privé sur l'environnement, exactement le même, mais avec des implications, mais ça n'aurait rien à voir. Ça n'aurait rien à voir. En fait, on multiplie les stratégies normatives qui sont complémentaires. Complètement. Après, mais les deux communiquent très bien. En fait, on pourrait très bien avoir une thèse aussi plus globale, public-privé, qui parle de la contractualisation. Complètement. Donc là, j'espère qu'il y a les chercheurs de Chrome qui écoutent et qui ne sont pas juristes et qui comprennent la différence entre droit public et droit privé. Vous nous dites dans le chat, n'hésitez pas. On les surveille. Non, du coup, passionnant, parce que moi, ça me permet aussi d'apprendre plein de choses là-dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on développe un petit peu une des thématiques par rapport à tes recherches, une thématique que tu as développée comme un management, nous dit Thibaut le start-upper. Je vous laisserai deviner qui se cache derrière ce pseudo. Oui, c'est effectivement un peu ça. Les stratégies en management public et privé ont des différences qui peuvent être un peu similaires. Et donc Nasser Ifi qui nous dit « Est-ce que la loi impose une limite de pollution au-delà de laquelle il ne peut pas y avoir de transaction, même si l'acheteur consent à dépolluer ?» Pour info, Nasser, c'est un étudiant en master SNUC. Alors merci pour cette question. Alors non, il n'y a pas de seuil imposé, mais il y a un double contrôle. C'est-à-dire que sur les risques industriels et donc des pollutions constatées, il y a un traitement administratif, donc de police administrative réalisé, donc sous l'autorité du préfet. Et là qui relève donc vraiment, c'est l'industriel qui pollue. Donc on est dans la logique pollueur-payeur que Yannick évoquait tout à l'heure. Mais on laisse cette marge de manœuvre en efficacité environnementale, c'est-à-dire que finalement on va répercuter cette charge sur l'acheteur potentiellement. Mais on n'impose pas de seuil de pollution d'emblée. Et donc, on utilise davantage des outils de prévention désormais, que ce soit les études d'impact. Lorsque une activité industrielle s'installe, il y a tout un processus pour montrer un peu patte blanche. Et donc, le projet va être conditionné par un certain nombre d'engagements, notamment en perspective environnementale. Mais il n'en demeure pas moins que si on dépasse un seuil de pollution que l'on n'aurait pas anticipé, il n'y aura pas de sanctions a priori. C'est une question de rentabilité. Est-ce que ça s'est déjà vu des ventes d'installations industrielles à 0 € à cause de ça? Enfin, à ta connaissance, j'imagine qu'il y a plein de négociations qui sont secrètes, donc on ne peut pas savoir. Oui. Mais alors non, en général, ce qui est négocié bien souvent, c'est par l'acheteur, c'est des clauses de garantie de passif. Lorsque l'acheteur ne peut pas avoir, lorsqu'on fait un bilan au moment de la vente, donc il y a un diagnostic de pollution réalisé, l'acheteur se dit si dans 10 ans finalement, parce que la pollution peut s'aggraver, se générer et qu'on l'aperçoit après coup, a posteriori, on insère des clauses de garantie de passif pour que l'acheteur... Voilà, exactement. Okay. Et c'est là où la contractualisation... C'est intéressant. C'est là où la contractualisation est intéressante, c'est que le législateur, c'est extrêmement difficile pour lui que de fixer des seuils généraux, tout type d'activité confondue. Et le contrat permet finalement une approche spécifique, ciblée sur l'activité en tant que telle. Du coup, là, c'est le vendeur qui est responsable derrière ? Qui redevient responsable ? Oui, exactement. Donc c'est une limitation de responsabilité, mais relative. Exactement. Applicable à l'acheteur, mais pas dans l'absolu. Exactement. Okay. Liberté contractuelle, ça se négocie. Intéressant, très intéressant. Nasser, n'hésite pas si tu as d'autres questions ou n'importe qui d'autre. Pas de souci, on est là pour ça. Et donc, pour en revenir à ce dont on était en train de parler avant que Thibaut nous interrompe, évidemment.
mais Thibaut qui est un peu responsable en fait du développement de ta thématique, donc on lui pardonne immédiatement. Tu as participé à la conférence TEDx, il nous dit avec plaisir, mais merci Thibaut. Alors, conférence TEDx qui était organisée par Thibaut Perrin et Guillaume Bartolotti, qui portait sur la question de la confiance. Et donc, on s'est dit qu'on allait peut-être en reparler un petit peu ici. Parce que, bon, déjà, tout le monde n'a pas assisté au TEDx et que la thématique mérite quand même d'être diffusée, peut-être par d'autres canaux aussi. Donc, toi, tu as abordé la question de la confiance en lien avec ta thématique. En te posant une question que j'ai reformulée, enfin qu'on a reformulée avec l'équipe com de l'université dans les messages, si vous avez vu, où on s'est demandé le droit peut-il nous rendre éco-responsables. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu n'es pas obligé de traiter la question telle qu'elle est posée parce que c'est un petit peu tordu, mais en tout cas, nous en dire un peu plus. Oui, alors tout à fait. Donc, super expérience que cette participation au TEDx. Merci aux collègues donc Thibaut Perrin et Guillaume Bartolotti de m'avoir forcé alors non pas à participer, parce que là j'étais consentante malgré tout, mais m'avoir forcé à sortir de ma zone de confort, parce que le format est pour un juriste totalement fou. Donc voilà, ce que j'ai choisi de traiter, c'est la confiance des consommateurs donc dans l'information environnementale, en partant en fait, vraiment en prenant l'exercice comme un exercice de vulgarisation scientifique, puisque je suis partie d'un article que j'ai écrit le mois dernier, qui va bientôt être publié, qui porte sur la stratégie au niveau du droit de l'Union européenne que d'orienter finalement les choix de consommation vers des choix durables. D'accord, donc l'idée de consommation durable. Et donc, pour que la stratégie fonctionne, il faut vraiment que le consommateur puisse avoir confiance dans l'information environnementale qui est divulguée par les producteurs, par ceux qui commercialisent les produits de consommation. En partant de ce constat-là, vraiment lié à l'idée de confiance, on est inondé dans la publicité notamment, par des informations environnementales diverses et variées. Hein. Que vous achetiez tel ou tel produit, l'argument écologique n'est jamais loin, mais encore faut-il que l'on puisse accorder une crédibilité à cette information. Et donc il y a deux axes finalement privilégiés pour essayer d'orienter, hein, dans l'idée de transition écologique, d'orienter la consommation vers des choix plus durables. Il y a l'idée de lutter contre la désinformation environnementale, c'est-à-dire ce que l'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que l'on est juste un argument marketing, mais aucune fiabilité dans l'information qui nous est communiquée. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point qui est complémentaire, c'est vraiment de pouvoir valoriser l'information environnementale pour le consommateur, c'est-à-dire lui donner de la valeur. Hein. Dans l'idée de valoriser, c'est au sens premier du terme, lui donner une certaine valeur à cette information environnementale pour orienter ses choix de consommation. Et donc là, il y a des affaires qui sont traitées actuellement. Hein. Je peux vous citer un exemple, l'utilisation des labels qui est prolifique. Le label biologique, sur le territoire européen, on dénombre 230 labels. Donc pour faire le tri entre le vrai, le faux, ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas en matière environnementale, c'est difficile. Et actuellement, il y a un label, le label haute qualité environnementale, qui est un label qui a fini par s'imposer, hein, qui est porté par l'État. On se dit, bon, mais lorsqu'on achète quelque chose haute qualité environnementale, on s'attendrait finalement à avoir une certaine qualité derrière. Eh bien, il y a des associations de protection des consommateurs et de protection de l'environnement qui ont assigné l'État pour tromperie, en considérant que ce label... Assigner, ça veut dire faire un procès à l'État. Oui, voilà. Oui. Non, mais parce bon, oui, bien sûr. Oui. Pas. Donc vraiment, considère que l'État, finalement, avec ce label-là affiché, trompe le consommateur, puisque ce label ne serait pas suffisamment fiable en termes de qualité environnementale qu'il y a derrière. Et donc là, on demande des comptes à l'État pour qu'il y ait davantage de fiabilité dans l'information divulguée. Et alors, du coup, ça me permet de faire le lien avec la recherche en général à l'université, puisque Vanessa fait partie de l'équipe Chrome. Chrome qui est une équipe spécialisée dans le risque de manière générale, alors sous toutes ses facettes.
Et là, on parle de risque environnemental, de risque pour le consommateur aussi, d'être bien informé, d'être trompé. En fait, c'est un risque de fraude en quelque sorte, hein. Euh, et c'est un enjeu. Alors j'en parle parce que j'y pense en même temps que tu expliques. C'est que c'est quelque chose qui est très présent et c'est aussi l'occasion d'expliquer un peu comment ça fonctionne la recherche à l'université. On dit toujours qu'on fait de l'interdisciplinarité. Et là, pour le coup, on est vraiment dedans parce que pour arriver à constater que scientifiquement les labels ne sont pas respectés, il faut bien des études techniques à un moment. Et donc ça, ce n'est pas les juristes qui les font. Et nous, on a d'autres recherches sur d'autres labels aussi qui existent. Et là, je pense aux recherches de Nicolas Mialon, qui est doctorant chez nous, qui lui va travailler sur les appels, les labels d'appellation d'origine. Il travaille sur le vin, le miel et l'huile d'olive. Et lui, techniquement, lui, il est en chimie. Lui va regarder comment sont composés les produits pour vérifier que tout est bien conforme à l'appellation. Donc je trouve ça intéressant de voir que les ponts disciplinaires, ils se font en fait, hein. Quand on parle d'interdisciplinarité, elle est réelle. Et là, on voit bien qu'on a deux disciplines complètement différentes et pourtant l'enjeu, il est très proche. Bon, toi, c'est sur les labels environnementaux de manière générale. Lui, c'est plus sur des appellations d'origine. Mais au final, on a des recherches avec des thématiques très très proches. Est-ce que tu as déjà envisagé, toi, sur ces thématiques-là, de développer un projet avec d'autres chercheurs? Et juste merci Yableba pour le pull de Noël. Je reçois des compliments sur ma tenue. Alors oui, ce qui est vraiment perceptible actuellement sur le droit de l'environnement de façon générale, c'est le caractère totalement dépendant de la pertinence des législations environnementales par rapport aux apports scientifiques. Je vous donne une illustration, et pour répondre à ta question, Yannick, des liens que je ferai, c'est désormais le législateur indique, c'est dans le Code civil, que lorsqu'on a un préjudice écologique, eh bien, il faut le réparer. Ce qui n'était pas forcément évident jusqu'à présent, mais un dommage environnemental génère une obligation de réparation de celui qui en est l'auteur. Ok. On constate finalement ce dommage environnemental, il faut savoir comment ensuite réparer. Et donc, actuellement, hein, autant vous dire que les juges ne savent pas eux-mêmes. Ils vont constater finalement, OK, il y a le dommage environnemental, mais déjà pour démontrer qu'il y a un dommage environnemental, donc, qui est défini comme une atteinte sensible au milieu naturel et aux fonctions des écosystèmes et l'utilité tirée par l'homme de ces fonctions-là, autant vous dire que le juge, lui, il n'en sait pas grand-chose. Et donc, il s'appuie sur le développement d'une expertise, donc d'experts environnementaux désormais, comme on peut l'avoir, hein, d'expertise psychiatrique en matière pénale pour des infractions. Là, on a exactement la même logique. Il faut qu'un expert puisse constater l'existence du dommage environnemental. Et l'approche est scientifique. Lorsque l'on a un braconnage dans le parc des Calanques et que l'on a prélèvement du nombre significatif de poissons, est-ce que ça génère un dommage environnemental? Ce sont les scientifiques qui peuvent mesurer en quoi consiste ce dommage. Et puis ensuite, il faut pouvoir aussi savoir quelles sont les modalités les plus pertinentes pour réparer. Donc là, c'est la réparation en nature qui est préconisée. Mais si je prends le même exemple, est-ce qu'on réintroduit le même nombre de poissons et ça suffit pour réparer? Ou est-ce qu'on prend en compte finalement toute la chaîne alimentaire et l'implication sur l'écosystème qu'il y a pu y avoir, etc. etc. Et donc là, il y a toute une pertinence pour que la réponse juridique soit adaptée finalement à l'enjeu écologique et totalement dépendante de l'approche scientifique de la question. Toute la question du rôle de l'expert Oui. en droit, hein, puisque il y a la technique juridique, mais il faut bien qu'elle s'appuie sur des constats. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que pour nous, je pense que Chrome est vraiment une équipe très particulière dans le paysage de la recherche au niveau français, hein. Bon, nous, on est une petite université, on ne se rend pas forcément compte de ça, mais une seule équipe qui est capable d'avoir des compétences dans la détection de la pollution, dans les solutions éventuelles de traitement de la pollution
et dans le traitement juridique des problématiques, voir l'impact psychologique sur les populations autour, on est capable de faire tout ça dans une même équipe et c'est quand même assez remarquable. Hein. C'est vrai que quand je me fais souvent cette réflexion-là, quand on aborde une thématique en particulier, je mesure toutes les implications qu'il peut y avoir pour une équipe comme Chrome et voir à quel point ça réunit un nombre de compétences très important pour une cinquantaine, soixantaine de chercheurs. Vous n'êtes même pas si nombreux. Oui. Donc c'est assez remarquable. Félicitations en tout cas pour cette équipe. Peut-être avant de passer à la rubrique suivante, un dernier petit mot parce que c'est pas le cœur des Vendredis de la recherche, mais quand même on peut pas ne pas en parler. Donc tu es directrice du département DEG. Ça fait combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans. C'est la dernière année de mandat. Ouais. C'était l'année 2024. Ok. On fait le bilan aux 3 ans ou Non, en fait, on n'aura pas le temps de détailler tout ce que tu fais en tant que directrice de département. Vous portez beaucoup d'événements, beaucoup de formats. Si vous vous intéressez aux thématiques, il y a plein de conférences qui sont organisées par le département en lien avec Chrome. C'est hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre tout ce qui se passe. Mais peut-être une question sur ta perception un peu plus personnelle. Tu restes une jeune enseignante-chercheuse. Je reprends juste les termes d'Objective Guard. Tu disais, oui, pas 40 ans, tu diriges déjà un département dans une université. C'est une belle réussite. Ça arrive tôt dans ta carrière. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ça t'apporte de cette direction? Alors, je vais garder le fil rouge du départ. C'est l'utilité que l'on peut avoir à 2 niveaux, je dirais. Une utilité interne à l'établissement. Donc, moi, je perçois le département de droit, économie, gestion comme une déclinaison finalement du positionnement de l'université. Donc, on s'attache à décliner dans nos domaines de spécialité la dynamique impulsée au niveau de l'institution de l'université. Donc, l'ancrage territorial, le bien-être des étudiants, la diversification des formations. Donc, on est vraiment dans cette idée de déclinaison. Et puis ensuite, l'utilité davantage sociale, et donc d'avoir des projets qui permettent d'avoir une utilité sociale, alors pour nos étudiants, mais pas uniquement, aussi pour notre territoire. Et donc, je prendrai l'exemple de la clinique juridique d'accompagnement des violences de victimes, donc l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales que nous avons mis en place collectivement dans le département pour répondre finalement à cet enjeu sociétal, malheureux. Et les étudiants sont impliqués dans donc c'est à la fois un projet pédagogique et à la fois une utilité sociale derrière. Donc c'est extrêmement enrichissant à ce double niveau. Oui, je te pose la question parce que je sais que tu es très engagé sur ces actions-là et au niveau de l'établissement et au niveau du département aussi. Donc, c'est quand même... on peut pas, même si c'est dédié à la recherche, le Vendredi de la recherche, on peut pas réduire ton activité à ton activité de chercheuse, et comme c'est à peu près le cas pour tous les anciens chercheurs d'ailleurs. Oui, donc merci en tout cas pour ces explications. Je te propose qu'on passe à la rubrique d'après qui sera un peu plus légère. C'est la rubrique des questions gênantes. Alors, pour cette rubrique, histoire qu'il n'y ait pas de malentendus, première chose que je vais te remettre, c'est un joker que tu peux utiliser à l'infini. Il n'y a pas de limitation. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser. Deuxième chose, c'est un dé qui va déterminer le nombre de questions auxquelles tu devras répondre. Donc, je te laisse le lancer, peut-être pas très très fort sur la table parce qu'il a tendance à rebondir, mais au pire, on regardera. 5 questions, c'est un très joli score. Félicitations. Donc, on n'a pas de table, donc je vais te proposer de tenir la casquette et te laisser piocher. Si je la tiens. Non, je te tiens la casquette. Oui, d'accord, si tu veux, ok. je te laisse piocher marche. comme ça te laisse une minute de libre on pour le va micro. faire un petit suspense. 5 questions, hein, malgré tout. Bon, je ne sais pas si c'est proportionnel, je joue au loto ce soir. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes collègues ? Alors, il y a plusieurs choses, mais vu que... Il y a plusieurs choses. Là, actuellement, ce qui me surprend le plus, alors c'est une surprise, je ne sais pas si c'est vraiment le terme adéquat, mais c'est le fait que mes collègues fourmillent d'idées, tout le temps. Donc là, c'est plus la directrice de département qui parle. Ça me surprend, en fait.
On est enseignant-chercheur, on a plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'on prend en charge des responsabilités aussi pédagogiques qui sont extrêmement prenantes. On doit s'investir dans notre recherche, on doit s'investir pédagogiquement, donc il faut être multicasquette. Mais malgré tout, ils sont là, ils proposent, ils ont envie de faire des choses et toujours. Et ça, c'est un bonheur. Mais ça, je trouve ça surprenant parce que vu les conditions voilà, de nos missions extrêmement variées, de garder ce moteur-là, je trouve ça formidable. Oui, et c'est vrai qu'en plus, c'est ce qui fait le plaisir qu'on peut venir, le plaisir qu'on a à venir travailler, c'est justement ces activités-là qui sont motivantes. Mais c'est vrai que le département de DEG, pour ça, est assez remarquable quand même, hein, avec le nombre d'initiatives qu'il y a. C'est vraiment... C'est chouette pour l'établissement d'avoir des événements tout le temps, des nouvelles idées. Deuxième question. Donne un inconvénient de ton métier. Alors, un seul, hein, s'il te plaît. Alors, on ne veut pas avoir de d'abord, problème. Oui. Alors, je vais donner un inconvénient très clairement. Mais bon, je pense que vous l'aurez compris. Moi, être harcelé par le directeur de la recherche pour venir faire un vendredi de la recherche, peut-être. Ça pourrait être un inconvénient. Mais non, ça n'est même pas ça. Bon, ça va, alors. Non, le principal inconvénient, c'est l'équilibre, en fait, vie perso, vie pro. Parce qu'on a un métier qui peut être vraiment vaste communicant. Et donc, si on ne s'impose pas trop de limites, on peut très bien être sollicité ou mobilisé au-delà de ce qu'il faudrait. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Je te rejoins complètement là-dessus. Et on ne va pas se lancer dans des grands discours d'égalité des sexes, mais en tant que femme, c'est encore pire. Encore aujourd'hui, mais on va espérer que ça aille de mieux en mieux quand même. Hop. Si tu pouvais ajouter quelque chose sur ton CV, ce serait quoi ? Alors, ce serait peut-être dans la... Je m'attends à tout. Vu le regard que je viens de recevoir, je m'attends à tout. Non, ce serait peut-être, justement, pour faire écho à la réponse précédente, de pouvoir rajouter une rubrique, vous savez, loisirs, autres. Eh oui. Et donc, jusqu'à présent, dans mon CV, je mettais beaucoup sport. C'est mentir maintenant que de le maintenir dans mon CV. Lecture. Alors, pour le travail, je lis énormément, bien évidemment, mais la lecture, plaisir. Et puis, voilà, c'est plus cet aspect-là. Je comprends. Effectivement, ça demande beaucoup d'efforts d'avoir des loisirs aujourd'hui. C'est la 4e question. Quelle action tu souhaiterais mettre en place qui n'existe pas à l'université ? On va appeler le département de DEG et on va avoir au moins 10 réponses à cette question. Voilà. Alors, quelle action c'est... J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Alors, je ne sortirai pas le joker, mais je répondrai un peu indirectement. J'ai un mode de fonctionnement qui est de prendre au bon des opportunités qui passent. Je me dis, allez, on y va. Et donc, mes réactions ne sont pas forcément, mes projets ne sont pas forcément pensés en me disant, voilà, tel projet sera vraiment utile, etc. C'est plus une opportunité passe et je me dis, ça vaut le coup de s'y greffer, etc. Donc, tout dépendra des opportunités. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont réalisées. L'idée étant plus d'apporter un peu, une pierre supplémentaire à l'existant plutôt que d'être tout le temps dans l'innovation. C'est exactement ce que je me suis dit quand tu as lu la question. Je me suis dit, celle-là, elle va s'appliquer quand même différemment à Vanessa. Puis je pense en plus que tu es quand même d'un tempérament où si tu te dis qu'il y a quelque chose qui serait vraiment utile à mettre en place, on n'aura pas forcément à attendre longtemps avant que ce soit le cas. Oui. Donc, je pense que si tu as eu des idées, elles sont déjà réalisées, donc, ou pas loin. C'est la dernière question. C'est pas vraiment gênant pour le moment, en tout cas. D'après toi, qu'est-ce que tes étudiants pensent de toi ? Ah, première question gênante sur 5, c'est bien, on en aura eu une. Alors, je pense que leur avis, je l'espère en tout cas, on est sur la période des fêtes de Noël, mais
je pense que leur avis est positif. Les retours sont en général sont assez bénéfiques. Je vous donnerai c'est une anecdote où, même en le disant, je me dis en fait, il ne faudrait pas que je le dise, mais je vous donne une anecdote. Je réalise un cours de droit de la responsabilité en 2e année. Et l'année dernière, je leur ai expliqué le concept de force majeure. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour qualifier un événement de force majeure, il faut que l'événement soit extérieur, irrésistible et imprévisible. Et les étudiants, enfin un certain nombre d'étudiants a dit ah, mais c'est la prof qui est irrésistible. Voilà, c'était la petite anecdote gênante. Très et donc bien. j'ai utilisé cette anecdote pour leur dire que tout était une question de perception et évoquer aussi la perception qu'on peut avoir des risques. Je leur ai parlé de Chrome, etc. etc. Voilà. S'il y a des étudiants dans le chat, bon, vu qu'on est en dernier jour d'ouverture de l'université, pas sûr que vous soyez nombreux, vous serez certainement plus nombreux sur la rediff, mais si vous êtes là, n'hésitez pas à nous dire tout le bien que vous pensez de Vanessa dans le chat. C'est orienté, hein, là clairement, c'est la question est très orientée. Alors moi je suis assez peu impliqué dans la pédagogie, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu de mal de toi, hein, clairement, que ce soit des étudiants ou des collègues, tu es quand même quelqu'un de très très apprécié dans l'établissement, hein. C'est clairement. Merci. Si c'était pas le cas, j'aurais juste rien dit, hein. Nasser qui nous dit qu'il t'a eu en M1 en droit du travail, donc le master SNUC. Donc il a eu qu'un cours avec toi, mais il a trouvé le cours très plaisant. Merci Nasser pour ta contribution. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. En plus, cours compliqué à donner, puisque c'est pas des juristes, c'est des scientifiques à qui on propose des approches juridiques sur des thématiques. Donc adapter le discours, c'est pas évident, hein. Oui, tout à fait. Enfin, je trouve que ça, c'est vraiment une richesse en tant qu'enseignant. D'avoir cette pluralité, cette grande diversité des profils et s'adapter. Oui. Donc merci pour la remarque. Il nous dit avec des exemples d'applications pour des novices dans le domaine comme nous, c'était très bénéfique. Voilà. Merci. Pas de doute en tout cas sur la qualité des enseignements de Vanessa. Très bien, merci beaucoup pour tant d'honnêteté dans tes réponses. Et on se dirige tout doucement vers la fin de cette émission. Et donc, on a une dernière rubrique qui s'appelle La Page Blanche. Et cette rubrique, c'est tout simple. Je vais donner à Vanessa un feutre. Je vais te débarrasser un petit peu, te laisser de l'espace. Une feuille blanche, je ramasserai après, t'embête pas. Une feuille blanche et tu vas pouvoir laisser libre cours total à ton imagination pendant que moi j'explique un petit peu la suite des événements à notre audience. Tu peux déplacer la table si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est un peu lourd mais tu seras plus à l'aise. Alors, nous, c'est pas la peine de partir de la chaîne Twitch de l'université puisque on se retrouve à 14h là, dans un peu plus de 30 minutes, dans 40 minutes. Pour la rétrospective de la chaîne Twitch 2023. Donc il y aura Tom, il y aura le président de l'université, il y aura Thibaut Perrin. D'ailleurs Thibaut, il est temps de finir ton repas et de nous rejoindre bientôt dans la bulle. Et voilà, donc on va diffuser un petit peu des extraits. On a demandé à tous les gens qui participent assez régulièrement et qui étaient disponibles de venir avec un souvenir de la chaîne Twitch et on va discuter de ça ensemble. Iminès qui nous dit d'après ce qu'on m'a dit ça va être une émission exceptionnelle. Oui, il paraît. Donc voilà, c'est histoire de finir l'année tous ensemble dans la bonne humeur. Et voilà, et donc on vous attend aussi à ce moment-là. Je vois que Vanessa a terminé son œuvre d'art. Attends, je vais mettre la petite caméra qui est juste devant toi si tu veux montrer ton dessin. Oui, mon œuvre d'art. Est-ce qu'il faut faire une explication de texte après ou... Si tu le souhaites, il n'y a aucune obligation. Ok, bon, je pense que le dessin est explicite. Hop. À l'intérieur, c'est écrit merci. Voilà. On voit bien le cœur. Avec un point d'exclamation. C'est ça. Donc voilà, c'est merci. Là, je le dirai de façon générale. Merci à mon équipe DEG. Merci à l'équipe Chrome aussi pour la confiance témoignée. Merci aux étudiants. Merci à Yannick aussi pour la proposition. De façon générale, merci. Alors pourquoi dans un cœur ? Parce que il arrive parfois dans un parcours de vie qu'un cœur puisse être en miettes.
Et donc en reconstruction d'un cœur, voilà, je n'ai pas très bien dessiné, mais voilà, l'institution, l'université peut contribuer parfois à retisser un petit peu les choses. Et ça a été le cas pour moi. Donc merci. Eh bien, merci beaucoup, Vanessa. Merci pour ce moment. Merci pour tant d'honnêteté dans ta démarche. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, dans toutes circonstances, et ça l'a été devant une caméra aussi. Donc, un immense merci. À bientôt tout le monde, et on va vous laisser là. Ouais. Bonne fête à tous. Merci, bonne fête. À bientôt.